secret finds its way out, it'll be the death of you. James Bond. Dans une semi-inconscience, son bas-ventre chercha celui du garçon. Elle s'y accola, se laissant envahir par le délicieux bien-être qui montait des fibres les plus secrètes de son corps. Mourir peut attendre. Le nouveau James Bond est enfin sur les écrans en France, à un cru plein de rebondissements. À Dinard, le cinéma britannique s'inquiète des possibles effets du Brexit. Et puis gros plan sur Cigare au miel, le premier film de Camille Aynouz. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition 100% ciné de À l'affiche avec vous, Xavier Le Harper. Bonjour. Bonjour Laure. Et vous allez nous décrypter l'actualité de la semaine et notamment cette sortie très attendue de Mourir peut attendre dans les salles françaises. C'est un opus qui est signé Cary Fukunaga, 25e épisode des aventures de James Bond, 5e et dernière apparition de Daniel Craig dans ce costume de 007. Et le film a fait un très bon début en salle. Un excellent démarrage, plus de 120 millions de dollars à ce jour pour le début de son exploitation, dont 33 rien qu'en Angleterre, où il signe le meilleur démarrage de la franchise. C'est normal, il est chez lui, mais quand même, ça mérite d'être souligné. C'est d'autant plus optimisant, j'allais dire optimiste, que la presse d'abord est très très bonne, un peu partout dans le monde. Il y a peut-être que la presse française qui est un peu mesurée, donc je pense que le film a devant lui quand même un boulevard qui est loin d'être fini, puisqu'il doit encore sortir aux États-Unis cette semaine, et en Chine à la fin du mois d'octobre. Donc il y a encore énormément de territoires dans lesquels le film peut rapporter énormément et engranger énormément de millions de dollars. Il en a besoin quand même, puisque officiellement, Mourir peut attendre a coûté 250 millions de dollars. Le magazine spécialiste de cinéma Variety parle en réalité de 300 millions, et je pense que c'est eux qui ont raison. Le film a perdu beaucoup d'argent pendant la pandémie. Il y a des contrats publicitaires qui n'ont pas pu être honorés. Il a fallu retourner des scènes, donc voilà. Mais il est là, il sort, et pour paraphraser un titre célèbre de James Bond, rien que pour vos yeux, un petit extrait de la bande-annonce. Come on, Bond. Where the hell are you? If we don't do this, there will be nothing left to save. When you're ready. You're late. Alors, Mourir peut attendre, James Bond aussi nous a beaucoup fait attendre. Xavier, est-ce que l'attente en valait la chandelle ? Et là, je suis un peu déçu, il faut que je le confesse. J'ai envie de dire que c'est un petit bond en arrière. Jeu de mots, voilà. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression qu'ils ont voulu brasser énormément de la franchise, de l'histoire de la franchise. Par exemple, ils récupèrent des vieilles bandes originales, comme celle du service secret de Sa Majesté, qui était interprétée par Louis Armstrong, donc ça a de la gueule. Mais on a l'impression qu'ils ont voulu brasser comme ça un peu toute la mémoire de la franchise, ce qui nous donne des figures archétypales d'un autre temps. On a un méchant russe avec un accent très prononcé, comme ça, qui nous ramène un peu à la guerre froide, on n'en avait pas besoin. On a une James Bond girl très belle, qu'on a vue dans la bande-annonce, Ana de Armas. Mais alors, elle est tellement potiche qu'elle perd tous ses moyens chaque fois que James Bond lui croise son regard. Donc, heureusement, elle est sauvée par un très beau combat, tout en jambes, et on comprend pourquoi elle a été castée. Daniel Craig, dont moi j'ai mis le détachement par rapport à 07. C'est un acteur qui a jamais été fasciné par ce personnage-là. Ça donnait quelque chose de très tranchant. Là, on a l'impression qu'il s'en fout comme de l'an 30. Il se baisse même pas dans les fusillades. Genre, je suis 007, il va rien m'arriver. Léa Seydoux, elle surjoue tout avec la gorge. Heureusement, il y a Rami Malek dans le rôle du méchant. Le rôle n'est pas très bien écrit. On l'avait vu dans Bohemian Rhapsody, par exemple. Mais c'est un acteur tellement formidable qu'il arrive à faire de ce personnage comme ça, un peu translucide, quelqu'un avec un véritable charisme. C'est quand même une bonne nouvelle pour cette partie-là. Mais James Bond, c'est un peu le porte-étendard du cinéma britannique. Cinéma qu'on vient justement de célébrer à Dinard. L'industrie du cinéma et de la télévision britannique est considérée comme l'une des plus puissantes au monde, avec notamment les succès des séries comme The Crown ou Downton Abbey. Les films indépendants, eux, s'inquiètent un petit peu, surtout à cause des effets du Brexit, notamment. Les précisions de Sam Ball et Clovis Caselli. Creation Stories, un film so british sur Alan McGee, le manager de groupe mythique des années 90,
comme Oasis. À la manœuvre, la bande de Danny Boyle, réalisateur emblématique du cinéma britannique depuis un certain Trainspotting. Danny Boyle a été un dieu pour nous. Parfois, il faut quelqu'un avec son aura dans l'industrie pour soutenir un projet et permettre au film d'être produit juste grâce à son nom. Si moi j'ai eu du mal à faire ce film, je n'ose même pas imaginer à quel point ça doit être dur pour des nouveaux talents d'émerger. Et ces talents créatifs doivent avoir plus de soutien. Notre gouvernement doit les accompagner et en ce moment, ce n'est pas assez le cas. Au Festival du film britannique de Dinard, le Brexit était sur toutes les lèvres. Le Royaume-Uni a beau être une place forte de la production télé et cinéma, les indépendants s'inquiètent. En termes de financement, le fait de sortir du programme Média Europe est un vrai coup dur pour les cinémas, les distributeurs, mais aussi pour la production. Si l'Europe décide aussi d'imposer des quotas sur les films britanniques distribués sur le continent, parce que le pays ne fait plus partie du marché et de l'économie européenne, alors l'impact sera terrible. Prix du public et du jury à Dinard, Limbo, de Ben Sharrock. Entre mélancolie et humour, un film sur des réfugiés coincés sur une île écossaise. Du cinéma britannique indépendant et poétique, loin des barrières du Brexit. Cinéma britannique qui sera à la fête le 27 octobre avec la sortie de Last Night in Soho et d'une rétrospective des grands films d'horreur des années 70 signée par la Hammer. Bon, alors on va passer à la réalité qui dépasse la fiction. C'est souvent le cas quand même dans le cinéma. Parfois les deux se rejoignent et c'est le cas notamment pour un film où les Russes ont damé le pion à Tom Cruise. Racontez-nous. On sait que Tom Cruise rêvait d'être le premier acteur à poser un pied dans l'espace pour faire un film. Et ben, a priori c'est raté parce que les Russes effectivement lui ont damné le pion quand même à l'époque de la guerre froide. C'est mardi que se sont envolés une actrice et un réalisateur russe pour aller jusqu'à la station spatiale ISS pour tourner donc pendant 12 jours, un film, j'allais dire un peu à la fois médical et spatial, puisque c'est l'histoire d'une chirurgienne spécialiste d'une maladie particulière dont est atteint un astronaute et elle est la seule à pouvoir le sauver, donc elle va être obligée de le rejoindre. Ça va être amusant, je trouve pas que ce soit d'un enjeu sur le plan scénaristique extraordinaire, mais en tout cas, ça a le mérite effectivement d'être sans doute le premier film jamais tourné dans l'espace. En tout cas, on pourra dire que c'est un OCNI, un objet cinématographique non identifié. J'aime bien l'idée. Je serais curieuse de le voir en tout cas. On va passer à des choses plus modestes, plus terre à terre aussi. C'est Cigare au miel, c'est le premier film de Camille Reinous. Et c'est un vrai coup de cœur. Alors, c'est une cinéaste à suivre qu'on découvre, mais qui a déjà un univers. Elle scie avec Cigare au miel quelque chose à la fois très personnel et sans doute matiné de souvenirs familiaux, puisque c'est l'histoire de Selma, 17 ans, qui grandit à Neuilly-sur-Seine, mais dans une famille berbère et laïque, réfugiée pendant la guerre civile, évidemment, des années 90 qui a sévi. Alors, elle essaye de s'affranchir de tout cela, mais évidemment, la violence de ce qui se passe au pays revient constamment dans les sujets de conversation. Et c'est dans ce contexte un peu particulier, un peu difficile, que cette jeune femme, 17 ans, va rencontrer Julien, un jeune garçon dont elle va tomber amoureuse et avec lequel elle va connaître ses premiers émois sexuels. Je vous propose de regarder quelques images de la bande-annonce. T'as peur de ce que pensent les autres? Les Français, c'est ça? Je comprends, comme dévergondé. Tu veux que ton père nous quitte? C'est pas bien. C'est pas bien. Tu sais très bien que ton père et moi, on est contre les mariages arrangés. Vous m'arrangez quand même une rencontre là tout de suite. Alors Xavier, est-ce que ce premier film tient ses promesses? C'est un film intime, c'est un film bruissant, c'est un film qui dit effectivement comment s'émanciper à la fois d'une culture, à la fois d'une histoire récente, violente, brûlante bien évidemment. Comment est-ce qu'une femme découvre son corps dans une culture qui reste encore très patriarcale. Et c'est porté par deux comédiennes formidables, Amira Kazar qui joue le rôle de la maman de Selma et Zoé Adjani, la nièce d'eux évidemment, qui interprète cette jeune Selma.
Un dernier film a retenu votre attention, ça s'appelle 7 jours et c'est un film d'animation japonaise de Yuta Murano. Alors c'est vrai que j'aime beaucoup l'animation japonaise, parce qu'elle est à la fois flamboyante, puis elle a toujours une façon de raconter aussi la jeunesse, le malaise de l'adolescence, c'est un peu dans la lignée de Cigare au miel. Alors là, pour avoir essayé de sauver, d'extirper des griffes de son père une jeune fille dont il est secrètement amoureux, un jeune homme se retrouve bloqué dans une usine, assailli par la police parce que lui et ses amis ont essayé de porter secours à une jeune migrante. Donc c'est à la fois romanesque, initiatique, caustique, politique, et c'est porté par une mise en scène ébouriffante. Voilà, ça part dans tous les sens et en même temps c'est très bien structuré en termes de scénario, donc je vous le recommande, 7 jours. 7 jours, merci beaucoup Xavier. On va découvrir justement quelques images parce que c'est déjà la fin de cette édition, il faut nous séparer. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous propose donc de découvrir ces images de 7 jours de Yuta Murano. À très bientôt sur France 24. Vous venez de regarder votre programme. Dites oui au matin qui chante avec les matelas Ève. Ève, la vie en jaune. Cette semaine, dans le Paris des Arts, je reçois Guy Savoy, chef triplement étoilé, à la tête du meilleur restaurant du monde selon le classement La Liste. Le vrai défi chez nous, c'est 2 fois par jour, pour chaque table et pour chaque convive, quel que soit le nombre d'étoiles. Ensemble, nous visiterons la dernière exposition du musée Picasso, avant de plonger dans le monde en perpétuel mouvement du plasticien Fabrice Hibert. Le Paris des Arts de Guy Savoy à retrouver très vite sur France 24.